L'arthrose, c'est finalement une usure de l'articulation. La goutte, c'est un rhumatisme inflammatoire, donc on n'est pas sur l'usure de l'articulation, on est vraiment sur une maladie de l'articulation. L'hernie, c'est principalement au niveau de la colonne vertébrale. Une hernie n'est pas égale à douleur. En fait, AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Il aurait pu être radiologue, cardiologue et pneumologue, mais il a choisi d'être médecin généraliste. Il est avec nous aujourd'hui le docteur Walid Mekedem. Comment ça va ? Ça va Philippe, et vous ? Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir, Walid. Pareil pour moi, toujours un plaisir de venir ici. Il y a eu une période un petit peu qui a été dure. Mais bon, ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que vous nous avez beaucoup manqué pendant le mois du Ramadan. Et vous avez beaucoup manqué aux auditeurs de Beurre FM. Ouais, j'étais fort occupé. Voilà, bien. Mais bon, on en reparlera et c'est pas le sujet de l'émission. Walid Mekedem, vous êtes médecin généraliste, installé à Paris maintenant. Exactement. Voilà. Alors, quand on dit installé, c'est installé en vrai. Hein. Oui, installé Paris, cœur de Paris. Paris du côté de République. Parce qu'on vous avait connu dans un cabinet. J'ai changé. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo, si vous voulez, Philippe. Pourquoi j'ai changé ? Pourquoi je suis passé du centre de santé, que les Parisiens connaissent bien, à l'installation à mon compte en cabinet libéral ? Ah, ça, c'est tout un sujet. Ça peut intéresser. Je ne sais pas si ça peut intéresser les auditeurs, mais en tout cas, le switch, pourquoi il s'est fait, comment il s'est fait, ça a été une grosse période pas très simple, mais je pourrais en parler un jour. Voilà. Donc maintenant, vous avez pignon sur rue, pas très loin de la gare du Nord. Ouais, voilà, Paris. Du boulevard Magenta, donc pour République, voilà, c'est central, comme on dit. Exactement. Pas facile de se garer, mais c'est bien desservi par les métros. Est-ce que vous prenez la voiture, Philippe ? N'importe quoi. Moi non plus, je prends pas la voiture. Vélo. Voilà, exactement, vélo, métro, bus, à pied, voilà. C'est mieux. Mais beaucoup se déplacent en voiture encore, donc ouais. Je comprends pas. Par exemple, Paris dans ce quartier-là, c'est compliqué. C'est mort. C'est impossible. Non, ça, impossible. C'est fini. Il faut prendre une journée. Carrément, en plus, il y a des travaux partout, ça bouchonne. Non, c'est compliqué. On parlait de la spécialité que vous n'avez pas choisie, radiologue, cardiologue, pneumologue. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir choisi d'être médecin généraliste ? Franchement, c'est une bonne question. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? À vrai dire, j'ai pas de réponse. C'est vrai qu'il y a des spécialités qui m'attirent sur certains aspects, mais quand je me dis est-ce que j'aurais pu faire ça sur le long terme, je pense que non. Radiologue ? Non, franchement, je regrette pas trop mon choix, sachant qu'aujourd'hui, je me rends compte plus le temps passe qu'en fait, ça me laisse vachement de souplesse pour adapter mon exercice. La médecine générale, c'est vraiment bien. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants qui veulent faire médecine, vous pouvez leur dire de faire médecin généraliste et vous verrez qu'en fait, avec le temps, ils pourront changer, adapter, se focaliser plus sur certains aspects, avoir des exercices, que ce soit à leur compte, ou que ce soit à l'hôpital, ou que ce soit dans des centres spécialisés. Il y a vraiment pas mal de possibilités quand on est médecin généraliste. Mais il n'y a pas une forme de solitude dans l'exercice de la médecine généraliste ? En fait, c'est dans l'exercice de la médecine tout court. C'est-à-dire, quand vous êtes médecin, et si on va parler des médecins qui sont à leur compte, vous tenez la boutique, entre guillemets, vous gérez tout, et même s'il y a des collègues, entre guillemets, pas très loin, toute la journée, vous les voyez pas. Vous voyez les patients uniquement, la charge mentale qui s'associe justement au travail, le soir, la gestion de votre cabinet, des trucs qui vont pas, de la comptabilité, de tout ça. Donc, c'est un exercice, oui, qui est pas simple. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre avec la vie à côté, la vie de famille, les loisirs. Voilà, on n'est pas des robots. Bien, et vous partagez du contenu médical sur votre chaîne YouTube, bientôt 150 000 abonnés. Exactement, Walid. Donc j'invite les gens à s'abonner à la chaîne si le contenu médical les intéresse. Voilà. Souvent très simple, c'est simple, c'est vraiment on n'est pas tout niveau, voilà, c'est très intéressant. Pas très compliqué. Bien, nous allons évoquer, Walid, aujourd'hui des motifs de consultation fréquents, avec des pathologies qu'on croyait oubliées, mais qui sont vraiment super fréquentes. La première, c'est l'arthrose. Alors, l'arthrose. Je pense pas que c'est oublié. Non, l'arthrose, non. Mais je me rappelle, quand je vous avais proposé de faire un sujet sur l'arthrose il y a longtemps, vous n'étiez pas super convaincu. Je me souviens même plus de la proposition. Et il a une super bonne mémoire, par contre. Non. Et il a fallu qu'on ait une émission qui cartonne sur l'arthrose. Je sais pas, la fille, elle a fait 5 ou 600 000. On me dit, ah oui, finalement, c'est des sujets qui marchent, ça. Et vous l'avez fait après, c'était soigner l'arthrose naturellement. Ouais. Voyez, même donc, de mon côté, ça a bien marché, l'arthrose. Ouais. Et c'est surprenant parce que c'est des sujets, on a l'impression que c'est pas grave, que ça concerne personne, et ça cartonne. Ça concerne du monde, et c'est invalidant, et surtout, ça dure dans le temps.
L'arthrose en consultation, ça représente... C'est beaucoup, hein. Ouais. Arrivé à un certain âge, l'arthrose, quand même, ça concerne du monde. Et puis, c'est très polymorphe. C'est-à-dire que l'arthrose, déjà, ça peut concerner toutes les articulations, finalement. Donc, il y en a qui vont avoir mal à l'épaule, il y en a, ça va être la hanche, il y en a, ça va être le genou. Et après... Les cervicales. Les cervicales, bien sûr. Et ça va être à des degrés différents. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont être peu gênés, ceux chez qui ça va être très ponctuel, occasionnel. Là, je fais une poussée d'arthrose. Et il y en a pour qui c'est la douleur chronique, la douleur de fond qui les handicape au quotidien. Alors, on peut confondre parfois avec l'arthrite. Exactement. C'est l'arthrite. même, ouais. En fait, c'est un mot générique, arthrite. Ça veut dire arthrite, c'est une inflammation au niveau de l'articulation. Donc, elle peut être liée en fait à l'arthrose. Mais quand on parle d'arthrite dans le jargon, on parle plutôt des maladies inflammatoires des articulations. On aura peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais c'est des maladies à part entière. L'arthrose, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas. On ne guérit pas de l'arthrose. Donc, s'il y a des gens qui cherchent la solution miracle pour guérir de l'arthrose, ça n'existe pas. L'arthrose, c'est, si on veut parler de manière très simple, c'est finalement une usure de l'articulation qui arrive pour plein de facteurs. C'est-à-dire, c'est un ensemble de facteurs. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. La famille, la génétique, le poids, le travail qu'on fait. Mais est-ce qu'on sait pourquoi nos articulations s'usent, en fait ? Comme je l'ai dit, c'est multifactoriel. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent favoriser. Par exemple, si vous êtes obèse, l'arthrose au niveau des hanches et du genou, vous allez être plus sujet peut-être à en faire. Pareil pour l'hérédité. Si vous avez dans votre famille toutes vos tantes et vos oncles qui sont atteints d'arthrose, il y a des chances pour que ça vous touche. Mais après, du coup, c'est un ensemble. Comme j'ai dit, il y a l'hérédité, il y a le poids, il y a le mode de vie, il y a l'emploi que vous faites. Si vous avez un emploi de charge, etc., de mouvements répétés, tout ça, ça peut jouer. Et donc, finalement, c'est un ensemble. Mais là où les choses vont différer, c'est qu'en fait, on peut avoir de l'arthrose et pas être gêné. Donc, c'est ça le grand problème d'arthrose. C'est qu'il y a des gens qui ont de l'arthrose et déjà, il y a des gens qui ont un petit peu d'arthrose et qui sont très gênés. Et à l'inverse, il y a des gens, si on fait une radio, on se dit l'articulation n'est pas en très bon état et pourtant, zéro douleur. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas l'étendue de la lésion qui fait la douleur. Si je devais dire une phrase médicale, mais je vais la traduire, c'est en arthrose, il n'y a pas de corrélation radio-clinique. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre l'image et les symptômes. On peut avoir une articulation très abîmée à l'image et finalement quelqu'un qui n'est pas gêné. Donc, l'arthrose, la douleur liée à l'arthrose, c'est vraiment lié à d'autres facteurs que simplement ce qu'on voit directement. Quelle est la façon de poser le diagnostic ? Est-ce que c'est forcément la radio ? Oui, c'est-à-dire qu'après, l'arthrose, ça reste quand même un diagnostic clinique dans le sens où la personne va se présenter, elle va dire j'ai mal de telle manière, à tel endroit, on élimine quand même les autres possibilités, mais oui, il faut confirmer, on confirme, on ne peut pas dire comme ça, vous avez de l'arthrose, j'en suis sûr à 4000%, on fait une radio, c'est très simple, la radio confirme le diagnostic. Est-ce que c'est les articulations, parce que ça peut toucher pas mal d'articulations, notamment les doigts, les genoux, est-ce qu'il y a quelque chose d'apparent ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Sur la radio ? Non, justement pas sur la radio. Est-ce que par exemple, en montrant vos mains, on pourrait voir une déformation ou quelque chose ? Très bonne question. Donc, c'est pas sur toutes les articulations. Mais par exemple, là, vous avez parlé des mains. Ouais. Et c'est vrai que l'arthrose au niveau des doigts, quand elle est évoluée, ça se voit et on a le bout des doigts qui sont déformés, qui partent un petit peu... tordus. Tordus. Ouais. Mais à pas confondre avec d'autres maladies déformantes. Il y a par exemple la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire, donc c'est vraiment une maladie qui peut toucher même les organes et tout, qui va déformer avec le temps les mains, s'il n'y a pas justement de traitement, mais en fait ça va déformer tout, que ce soit ici, on va avoir les doigts qui partent comme ça sur les côtés. Alors il faut expliquer parce qu'on fait de la radio, Walid. Alors à la radio, en gros la jonction entre la main et les doigts, ça peut être déformé à ce niveau-là. Pareil pour les doigts, au milieu des doigts, ça peut être déformé, alors que l'arthrose, c'est vraiment le dernier morceau souvent qui part en cacahuète. C'est le bout du doigt qui vraiment va faire Souvent, l'arthrose des doigts, c'est le bout des doigts. Ouais. Et si on a une autre partie du doigt de la main qui est déformée, souvent, c'est pas de l'arthrose. Voilà. Après, pour les grosses articulations, si vous me dites, est-ce que ça se voit ? Pour un genou... Le genou, par exemple, est-ce qu'on a un genou qui est enflé, qui est rouge ? Alors, bonne question. De manière chronique, non.
c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'arthrose, voilà, on va pas se voir, mais quelqu'un qui fait une poussée d'arthrose, c'est-à-dire il a son arthrose et d'un seul coup c'est la tempête pour X raisons, ça se réveille, ça fait très mal, et bien là il va faire une poussée d'arthrose, là ça va devenir chaud, ça va gonfler, ça va être douloureux, il peut y avoir du liquide à l'intérieur, donc quand on va toucher un peu le genou, on va toucher la rotule, ça va s'enfoncer comme un glaçon dans l'eau, donc là on se dit, il y a une poussée inflammatoire. Après la question c'est de savoir, est-ce que c'est à cause de l'arthrose, est-ce que c'est pas autre chose? Ouais. D'accord, là après on élimine, c'est ça? Après voilà, il faut regarder le contexte. Est-ce qu'il fait de la fièvre? S'il fait de la fièvre, potentiellement c'est pas de l'arthrose, ça peut être une arthrite septique, une infection. Voilà, est-ce que du coup, il faut faire la radio. Donc ça, si à la radio on voit qu'effectivement le genou est bien abîmé, qu'il y a de l'arthrose, on se dit c'est compatible, mais il faut éliminer d'autres maladies comme la goutte, la chondrocalcinose, comme j'ai dit de l'arthrite septique. En fait, il y a plein de choses qui peuvent donner un genou chaud, gonflé et douloureux. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne comme traitement pour prendre en charge la douleur de l'arthrose? Alors, ce qui marche le mieux, mais il faut le manier avec précaution, c'est les anti-inflammatoires. Il n'y a pas 4000 traitements ultra efficaces. L'arthrose, quand ça évolue par poussée, que ça fait très mal, il faut s'imaginer que c'est le feu, en fait, dans l'articulation. Le feu, il faut l'éteindre. Donc, si on devait parler d'un médicament, en général, c'est les anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, il faut les prendre de manière courte. Voilà, pas prolongé parce que c'est pas bon pour les reins, pour l'estomac, ça peut jouer sur la tension, ça dépend un petit peu de vos traitements que vous prenez, est-ce que vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Donc c'est compliqué, mais s'il n'y a pas de contre-indication et qu'on les prend, c'est plutôt efficace. Parfois, quand on ne peut pas mettre d'anti-inflammatoires classiques comme ibuprofène, kétoprophène, naproxène, etc., on peut mettre un peu plus costaud. C'est une autre famille d'anti-inflammatoires, les gens connaissent sûrement, c'est les corticoïdes. Là, ça tape fort, mais voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est quand vraiment on est un petit peu coincé, qu'on peut pas mettre d'anti-inflammatoire. Parce que là, on parle d'une maladie chronique, donc. C'est vrai, il y a une nuance. Là, j'ai parlé de la crise, mais sur le traitement de fond, bonne question. Comment on traite de manière durable l'arthrose? Là, c'est sans médicaments en fait. C'est-à-dire que l'arthrose, soulager les douleurs, ça va être, comme j'ai dit, la perte de poids, si on est un peu trop costaud. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui disent que le poids en lui-même ça génère une inflammation dans le corps qui peut donner aussi des douleurs d'arthrose, même dans des articulations qui ne sont pas importantes, c'est-à-dire l'épaule et tout ça. Donc, le poids, il faut jouer dessus, mais il faut faire beaucoup d'exercices physiques, il faut renforcer ses membres, ses articulations. Paradoxalement, quand on a des douleurs d'arthrose, quand on a des douleurs au genou, quand on a des douleurs à la hanche, quand on a des... on n'a pas du tout envie de se bouger. C'est le serpent qui se mord là, que c'est vrai, mais en fait après si on bouge plus du tout, ça va être pire. C'est-à-dire on va avoir de plus en plus mal, on va prendre de plus en plus de poids, on va avoir aussi... je pourrais dire que l'arthrose ça peut être un facteur de risque de maladie plus grave, parce qu'en fait avec l'arthrose, la douleur on se limite, on fait plus d'efforts, on va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, etc. Donc non, il faut se dire oui j'ai un peu mal, il faut que je trouve une activité qui va pas être douloureuse, et tout doucement je débloque certains niveaux, et au fur et à mesure tac, et après je finis à faire un Ironman ou du CrossFit de manière très intense. Pourquoi pas, ça peut être un objectif. Avec le docteur Walid Mekedem qui est avec nous, médecin généraliste à Paris. Vous le consultez et vous consultez sa chaîne YouTube avec beaucoup de conseils. Bientôt 150 000 abonnés et ça monte, Walid. On parle de motifs de consultation fréquents avec vous. Aujourd'hui, on est en train de parler d'arthrose et de la façon de la prendre en charge. Le sport, encore une fois, ça reste... Top. Le sport, un des meilleurs médicaments, meilleurs traitements, que ce soit pour l'arthrose ou pour plein d'autres problèmes de santé. Alors oui, des fois, on va dire, oui, les docteurs, j'ai mal, je peux pas trop bouger. Mais non, il faut débloquer. J'ai dit, il faut débloquer étape par étape, trouver une activité douce qui vous correspond, faire de l'activité, y prendre plaisir, et tout doucement que ça devienne une habitude et que vous continuez justement à vous renforcer musculairement. Quels sont les sports conseillés en cas d'arthrose? Alors, si c'est du genou, on va peut-être pas faire du footing ou du crossfit. Souvent, on dit le sport conseillé. Des fois, il y a des clichés comme la natation, etc. Mais en fait, le meilleur sport conseillé, ce serait celui qui vous fait plaisir. En fait, il faut trouver un sport où vous dites c'est pas une corvée d'y aller. Et puis, je suis pas en souffrance non plus. Donc, si vous arrivez à un sport qui justement n'est pas un calvaire, qui vous fait pas trop mal et avec lequel vous arrivez à avoir une routine, une habitude, allez-y, et tout doucement avec le temps vous changerez, vous switcherez, mais faut faire du sport, faut faire de l'activité. Est-ce qu'il vous arrive en tant que médecin généraliste de prescrire du sport? Bonne question. On peut prescrire de l'activité physique adaptée, mais c'est assez récent.
Et c'est 2-3 ans de mémoire, on peut prescrire. Les médecins peuvent prescrire de l'activité. Mais à condition qu'il y ait un endroit où on puisse aller avec sa prescription et dire voilà, j'ai une prescription d'activité physique adaptée. Donc ça, c'est pas très répandu. Un centre pris en charge, agréé. Et ça, c'est pas très répandu. J'y connais pas grand chose, c'est vrai, parce qu'en fait, où il y a des centres comme ça, moi personnellement, je ne sais pas, donc je vais essayer de me renseigner sur le sujet. Il y a quelques centres qui sont pris en charge par les mutuelles, mais c'est assez cher en fait. Mais il faut avoir une bonne mutuelle en plus. Donc bon, certes, ça existe, c'est bien, mais je pense que si on n'a pas d'autres gros problèmes de santé, à part son arthrose, on peut se dire bon, allez, j'y vais tranquille, je fais du sport comme j'en ai envie, et on voit. Alors, ce qui se développe de plus en plus, ce sont les traitements de l'arthrose par injection. Ouais. Alors, ça date, hein. Oui, ça date, mais en tout cas avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des résultats avec ces injections ? Alors, oui, mais déjà, faut retenir que ça guérit pas. C'est temporaire, l'efficacité. Donc, c'est une efficacité. Enfin, le but recherché, c'est de soulager la douleur, c'est pas de guérir l'arthrose. Alors, il y a plusieurs types d'injections d'ailleurs. Il y a deux grands types d'injections. Alors, on va avoir les injections de corticoïdes, de produits corticoïdes, souvent par exemple dans le genou, mais ça peut être l'épaule, etc. Ça va permettre souvent de calmer un genou très douloureux en phase inflammatoire. Donc si par exemple vraiment vous êtes sur une période très douloureuse, un peu en poussée, le corticoïde injecté va permettre de calmer, de soulager cette inflammation et va avoir un effet qui va durer quelques mois, et on peut répéter de temps en temps l'injection, mais pas plus que ça reste limité, quoi. Par exemple, pour un genou, on fera rarement plus de 2 injections dans l'année. Après, il y a un autre produit qu'on peut injecter, c'est de l'acide hyaluronique. Alors, donc on connaît ce mot-là, parce que c'est utilisé en médecine de la beauté. Exactement, mais du coup, en fait, là, c'est juste un lubrifiant, donc qu'on va injecter au niveau du genou, par exemple, qui va avoir une efficacité en général qui dure plus longtemps que le corticoïde. Mais c'est-à-dire que lui, il est injecté, l'acide hyaluronique, on va dire, en phase froide. C'est-à-dire, vous savez que vous avez de l'arthrose, que vous avez des douleurs un petit peu chroniques, invalidantes, mais ça va, vous n'êtes pas non plus vraiment en poussée. Et on dit, bon, allez, on va tester, on injecte l'acide hyaluronique, et si c'est efficace, en général, ça va être efficace sur une durée de plusieurs mois, ça peut aller jusqu'à 9 mois, par exemple. Et puis voilà, et on voit. Mais après, c'est très personne dépendant. Il y a des personnes qui vont se faire injecter, qui vont dire, moi, ça me fait rien du tout. Il y en a, ils vont dire, c'est très efficace. Donc voilà, après, entre corticoïdes et acide hyaluronique, ça dépend vraiment du cas. Voilà, alors après, je sais pas si il y a d'autres injections, les injections de plasma riches en plaquettes, les fameux PRP. Est-ce qu'on a du recul sur ces injections ou pas ? Les injections de PRP pour le genou, les articulations comme ça, c'est plutôt en médecine du sport, par exemple, quand on va avoir des lésions, des blessures. Donc ça va permettre plus de soulager dans ce genre d'indication. Mais pour l'arthrose, vraiment, on reste sur soit corticoïdes, soit acide hyaluronique, sachant que ils n'ont pas la même durée d'efficacité, mais ils ne sont pas prescrits dans la même indication vraiment. Ça dépend de votre clinique, c'est-à-dire de vos symptômes. À quel moment on conseille l'opération ? À partir du handicap, on va dire. Si vous considérez que votre arthrose est un handicap au quotidien, que les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, que les traitements non médicamenteux ne sont pas efficaces, et que vraiment c'est un calvaire, c'est là que se pose la question de la chirurgie. Et comme j'ai dit, ça ne dépend pas de la radio. Vous pouvez avoir un genou pas trop abîmé à la radio, vous pouvez vous faire opérer. Si vraiment... vous êtes tout le temps poussé, vous n'arrivez plus à travailler, vous surconsommez des anti-inflammatoires. Non, d'un moment, il faut trouver une solution. Et là, à ce moment-là, on remplace l'articulation par une prothèse, c'est ça ? Exactement, on remplace l'articulation abîmée. Alors le genou, c'est un petit peu... En fait, il y a plusieurs articulations dans le genou. Il y a l'articulation, on dit fémoro-tibiale, en gros avec l'os de la cuisse et celui du tibia. Mais il y a aussi la rotule. Donc des fois, il y a des personnes, l'arthrose, elle est fémoro-patellaire, c'est-à-dire entre l'os de la jambe et la rotule. Au moment où ça glisse comme ça, entre les deux, ça frotte. Donc, la prothèse, ça dépend vraiment de l'articulation abîmée. Mais ce qu'il faut retenir, sans entrer trop dans les détails, c'est que l'articulation abîmée, si ça devient un handicap, hop, on enlève, on switch, on met une prothèse. On va parler d'une pathologie que je pensais complètement oubliée, et pas du tout. Je pensais que ça vient du passé. C'est la goutte. Ça vient Moi, j'avais l'impression que c'était non, c'est très début fréquent. du XXe siècle, et qu'après c'était terminé, que c'était lié à des habitudes de vie de gens qui mangeaient beaucoup de charcuterie, par exemple, une alimentation très grasse et qui picolaient un peu. Il y a une actu sur la goutte, d'ailleurs. Il y a une actu. Il y a un endroit du monde où il y a un nombre
improbable de goutte, de personnes qui ont la goutte. Est-ce que vous savez c'est où? Un indice. C'est très loin d'ici. D'accord. Donc ça doit être Nouvelle-Zélande. Non, mais on s'en rapproche, quoi. C'est un peu plus haut, un peu plus à droite. D'accord. Il fait chaud là-bas? Ouais, il fait chaud. Tahiti? Oui, Ouais. exactement. Tahiti. Donc, c'est un des endroits où il y a le plus de personnes qui ont la goutte, genre 1 personne sur 5. Et du coup, il y a un chercheur lillois qui s'est arrêté sur le sujet. Et pour comprendre un petit peu, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une très grosse composante génétique dans le fait de développer la goutte. Donc ça casse un petit peu pas mal de mythes, c'est-à-dire qu'on disait vraiment la goutte c'est purement l'alimentation, en fait là on comprend, à voir avec les études futures, mais vraiment qu'il y a quand même un terrain génétique très fort. D'accord. Bon, alors la goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? La goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est un rhumatisme inflammatoire. Donc là, on n'est pas sur l'usure de l'articulation, on est vraiment sur une maladie de l'articulation. À quoi cette maladie elle est due? Elle est due au dépôt de cristaux dans les articulations. D'où viennent-ils? Ce sont des cristaux d'acide urique. Et là, on remonte encore un petit peu plus haut. D'où vient cet acide urique? Il vient de la dégradation de ce qu'on appelle des purines, qui sont en fait des composants de certains aliments. Et on va dire les grandes familles. Est-ce que je les cite tout de suite? Oui, non, c'est intéressant parce que là, on va pas vous faire une conférence là-dessus. Là. Vous avez quand même annoncé quelques mots. Il faut souffler, Doc. En gros, la viande, les abats. Les abats, c'est très riche en purines. Donc, viande, abats, crustacés, les fruits de la mer. Ça, c'est vraiment les grandes familles d'aliments riches en purines. On a aussi la bière. Il faut savoir que la bière, avec ou sans alcool, c'est vraiment le fait. C'est la bière en elle-même qui est très riche en purines. De toute façon, la bière sans alcool, c'est de la bière qu'on a désalcoolisée. Hein. Voilà. Bon. Du coup, la bière. Donc ça, c'est les grandes familles d'aliments vraiment qui, une fois dégradés, vous amènent à avoir un taux d'acide urique potentiellement élevé. Mais il faut savoir qu'il y a des aliments qui font augmenter l'acide urique, mais pas du fait de leur dégradation et tout, c'est des mécanismes chimiques un peu compliqués à expliquer, ça interagit un peu avec le corps. Et par exemple, il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est les aliments riches en fructose. Et oui, le fructose, ça... Alors, vous parlez du fructose des fruits ou du fructose qu'on rajoute dans certaines préparations, dans certaines boissons, dans certains sodas? Ça n'a pas de différence, hein. Fructose. Hein. Donc, vous consommez beaucoup de fructose. Donc, le soda, effectivement, ça va favoriser chez une personne l'augmentation de son acide urique, par exemple. Parce qu'en gros, ça interagit avec le foie, etc. Donc, les aliments riches en fructose, les sodas, tout ça, il y en a un peu partout. Hein. C'est fructose, c'est du sucre. Hein. D'accord? Et l'alcool aussi. L'alcool, hein, ça a un peu le même système que le fructose. Mais il faut retenir ça. Il faut retenir que ce n'est pas que les histoires de viande, de charcuterie, d'abats, de crustacés, de bière. C'est aussi l'alimentation très riche en fructose. Alors, on parle de crise de goutte. Quels sont les organes qui sont touchés? Alors, du coup, ça peut être toutes les articulations, mais la grande reine, hein, la grande star de la goutte, c'est l'articulation du gros orteil. Donc, qui devient très rouge, très gonflé, tout chaud, ça brûle, ça fait extrêmement mal. Vous posez le pied par terre, vous hurlez. Donc ça, c'est la crise de goutte classique. Donc c'est vrai que j'avais pas parlé trop des symptômes, mais c'est ça, hein, c'est vraiment douleur lancinante au niveau de l'articulation, gonflement, rougeur, chaleur. Ça peut toucher le gros orteil, mais en fait, ça peut toucher le genou, ça peut toucher la cheville, ça peut toucher les doigts. Et est-ce que je parle des manifestations extra-articulaires? Ouais, j'enchaîne direct. Et bien, du coup, par exemple, il y a quelque chose de classique chez les personnes qui font de la goutte, c'est la peau. À force d'avoir ces dépôts d'acide urique dans les articulations, on peut les avoir aussi ailleurs. Et souvent sous la peau. Et ça donne ce qu'on appelle un tophus goutteux ou des tophis goutteux. Vous en avez peut-être déjà vu. Bon, on est à la radio, je peux pas trop donner de photos. Alors, tophus, hein, ça s'écrit pas comme vous imaginez. Hein, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est T-O-P-H. US. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Bon. Eh bien, ça, c'est des gros cailloux. Non, si vous voulez googler, hein, c'est pour ça que je dis ça. Tophus goûteux. Tophus. Ouais, parce que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, googlez, vous allez voir. Ouais, Google Images, tophus, T-O-P-H-U-S. Et c'est des genres de petits cailloux blancs que vous allez voir de manière translucide sous la peau, souvent au niveau des articulations des doigts, souvent au niveau du pavillon de l'oreille aussi, ça se voit très bien au niveau du pavillon de l'oreille. Et il y a des personnes qui ont des tophis goutteux qui sont waouh, vous voyez ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce caillou, ce rocher. Et une fois, je peux raconter une anecdote. Mais ne demandez pas, Walid. Vous étiez ici chez vous à une époque, donc peut-être reprendrez-vous votre place.
Alors du coup, il y avait un patient une fois à l'hôpital, je me souviens qu'il y avait des toffis goutteux partout, énormes, et il y en avait au niveau des coudes, donc vraiment l'articulation du coude. Et comme c'était une personne qui était pour X raisons, voilà, vraiment dans un état compliqué à l'hôpital, alité, elle avait commencé à faire des escarres. Donc les escarres, c'est quand ça se creuse au niveau de la peau sur les points d'appui. Et du coup, ça s'était creusé au niveau du tophus. Et du coup, j'ai pu voir sous la peau le tophus. Et vraiment, c'est de la craie, c'est de la pierre. C'est-à-dire vraiment, il y a votre corps, il y a une roche qui se forme, que ce soit dans vos articulations. Mais en vrai, ça ressemble à une roche. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. j'ai touché, je me suis dit, je vais toucher. Et c'est de la craie. Vraiment, je fais, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Comment on mesure son acide urique ? Le moyen de savoir prise de sang, taux d'acide urique. Ouais, c'est sa prise de taux sang. d'acide urique. Ouais. Après, il faut savoir que c'est comme l'arthrose avec l'histoire de la radio, c'est pas forcément corrélé au fait de faire de la goutte. Vous pouvez avoir un taux d'acide urique élevé et ne jamais développer de goutte. Donc, la goutte, faut se dire, c'est pas un chiffre sur la prise de sang. La goutte, c'est des symptômes. C'est vraiment si vous faites une crise de goutte, si vous avez vraiment des articulations très douloureuses. Je parlais de la peau, juste je dirais un dernier mot. On peut faire aussi des calculs au niveau des reins. Des petits cailloux au niveau des reins à cause de l'acide urique. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Et nous parlons de motifs de consultation fréquents ce matin avec le docteur Walid Mekedem, médecin généraliste à Paris. Si vous cherchez un doc, vous pouvez aller chez le doc. Non conventionné. Oui, bon, on va pas s'attarder sur ça. Non, je le dis parce qu'au moins vous savez où vous allez. Ouais, exactement. Après sinon, parce que sinon en commentaire on va se faire. Oui, bien sûr. De toute façon. Mais voilà, non conventionné. Mais ça c'était un choix de votre part. Depuis plusieurs années, vous parliez de cette option dans votre pratique. Plusieurs mois. On en a parlé en début d'interview. Je vous ai dit comment s'est fait le switch. Enfin, que vous pouvez en parler pas mal, mais c'est vrai que au bout d'un moment. Quand on est à son compte, il faut savoir bien gérer, faire les bons choix, et ceux qui sont le moins contraignants pour vous aussi. Paris, c'est pas simple quand vous êtes entrepreneur. Parce que là, je dis entrepreneur, oui, un médecin qui a son cabinet, c'est un entrepreneur. Voilà, il a ses charges et tout ça. Il faut que ça fonctionne, quoi. Pour pas. On fera une émission sur le sujet parce que ça vaut une émission. On parlait de la goutte avant la pause. Comment est-ce qu'on la prend en charge, la goutte ? Qu'est-ce qui fonctionne Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien quand on est en crise ? C'est un médicament qui s'appelle la colchicine. Alors, on explique aux gens ce que c'est. Oui, c'est une sorte d'anti-inflammatoire qui va permettre vraiment de calmer la grosse crise douloureuse. Mais il faut savoir que colchicine vs anti-inflammatoire classique, type naproxène, ibuprofène, ça se discute. Vraiment, c'est du cas par cas. La colchicine, quand même, il y a des médecins qui vont pas être trop chauds pour la prescrire parce que ça donne pas mal de troubles digestifs, ça peut donner de la diarrhée, ça tape quand même sur les reins. Il faut faire le bon choix en fait en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Mais dans tous les cas, il faut donner quelque chose, que ce soit colchicine ou anti-inflammatoire, pour calmer. Après, évidemment, vous pouvez mettre sur l'articulation douloureuse de la glace, quelque chose qui fait un petit peu du bien. Et après, faut se dire, comment on fait pour pas que ça revienne ? Comment ça on fait ? Donc, effectivement, il y a les mesures alimentaires, mais il y a aussi des traitements. Traitements de fond. Si vous avez un terrain où vous faites souvent la crise de goutte, que vous avez un taux d'acide urique très élevé, vous faites la prise de sang, vous faites, c'est 3-4 fois la normale, là, donc je suis à risque d'en refaire. On met un traitement de fond. Donc, soit ce qu'on appelle l'allopurinol, soit ce qu'on appelle du febuxostat. En fait, c'est un comprimé tous les jours pour faire diminuer l'acide urique. D'accord. Et là, sur combien de temps ? C'est du long terme en fait, c'est-à-dire à réévaluer. Moi je dirais que les médicaments faut réévaluer régulièrement, c'est-à-dire c'est vrai qu'on peut prendre ça avec plusieurs années, comme on peut le prendre quelques mois, ça se discute, il n'y a pas vraiment de règle. Il y en a qui vous diront c'est du long terme à vie. Moi je suis pas trop pour ça, je suis pour se dire que certes à un moment donné on en a besoin, on peut le prendre même pendant longtemps et au bout d'un moment on se repose la question de savoir est-ce qu'on en a toujours besoin. On va parler des hernies. Oui. Ça, c'est un mot que tout le monde connaît à peu près, mais personne ne sait vraiment expliquer en quoi ça consiste, les hernies. D'ailleurs, vous êtes un grand lecteur. On dit des hernies ou des hernies ? Des hernies. Des hernies. On dit des hernies, ouais. Ok, des hernies. Non, parce qu'on fait pas la liaison. Ok, d'accord, des hernies. Non, mais parce que je dis des hernies. Non, je dis des hernies. Ouais. Ok, des hernies. Bon, après... Dites en commentaire, on dit des hernies ou des hernies ? Dans l'élan, on peut dire des hernies. Okay. Bon, on va parler des hernies. Il y en a de plusieurs types, d'ailleurs, les hernies.
Ouais, sachant qu'il y a les hernies articulaires et il y a les hernies qui n'ont rien à voir avec les articulations. Si vous voulez, on en touchera un mot, mais parce qu'on peut dire j'ai une hernie inguinale. Et une hernie inguinale, ça n'a rien à voir avec les articulations. Alors qu'est-ce que c'est justement? J'ai découvert ça, tiens d'ailleurs. Ah Je connaissais pas. C'est ultra fréquent l'hernie inguinale. En fait, c'est quoi? C'est au niveau de l'estomac? Non, c'est vraiment en bas du ventre, en bas sur la droite ou la gauche. À la jonction, on va dire, de certains muscles, on peut avoir une déficience musculaire. C'est-à-dire que les muscles, c'est comme un millefeuille. On a des superpositions, on a des chevauchements. Et pour peu qu'à un endroit, c'est pas bien fermé, qu'il y a un petit orifice, un petit trou, vous avez ce qu'il y a dans le ventre, le sac, il ressort, ça fait une petite boule. D'accord? Et des fois, la boule, on la voit pas parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais on sent une pesanteur, ça fait mal. Et du coup, ça, il faut fermer le trou. Faut pas laisser une hernie... béante. Ouais, parce que le risque, c'est qu'un jour, ça s'étrangle. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu sort par le trou, mais c'est plus réductible. Et là, si ça se... on peut pas revenir en arrière. Là, c'est une urgence. C'est une urgence, parce que sinon, ça va nécroser. Donc, des fois, vous voyez des hernies inguinales impressionnantes. Je me souviens d'un monsieur, vraiment, vous regardez son ventre, il y a une boule. Donc vous dites, c'est quoi ça? Mais en fait, il dit non, mais vous inquiétez pas, regardez, il fait ça avec ses mains, il jongle un petit peu avec, et il remet la boule à l'intérieur du ventre. Donc hernie inguinale, très grosse, mais non compliquée. Et du coup, c'était prévu qu'il se fasse opérer pour refermer tout ça. Mais le risque, c'est qu'un jour, la boule, elle est dehors, et mince, je peux plus la rentrer. Et là, le sang ne circule plus, c'est la catastrophe, c'est une urgence. Alors, il y a les hernies, discales, hiatales. Non, hiatale, ça n'a rien à voir aussi. C'est des hernies pourtant. Oui, en fait, hernie, je n'ai pas l'étymologie du mot, mais ça veut dire, j'imagine, une orifice qui laisse passer quelque chose. Et l'hernie hiatale, c'est au niveau de l'estomac. C'est-à-dire, vous avez le diaphragme, donc le muscle en dessous des poumons, qui sert un petit peu de toit à tout ce qu'il y a dans le ventre. Il y a forcément un trou pour que le manger va de la bouche jusqu'en bas, mais ce trou, des fois, il laisse passer l'estomac qui est censé rester en bas. Et donc, l'hernie hiatale, ça peut être par exemple facteur de risque de reflux, beaucoup de reflux. Mais rien à voir avec les articulations. D'accord, reflux gastrique, l'acidité. RGO. Donc, alors vous voulez parler de quelle hernie? Les hernies articulaires. Donc les hernies, c'est principalement au niveau de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, c'est une superposition de cubes, pas vraiment cubes, mais des vertèbres. Et forcément, pas forcément, c'est pas logique forcément pour tout le monde, mais entre ces vertèbres, on a des petits coussins, des petits disques qui permettent d'amortir, d'être mobile, de bien bouger, etc. Ce disque, au milieu, il y a un genre de noyau, et des fois, pouf, ce noyau, il est un petit peu expulsé et ça fait une béance. Donc le disque n'est pas bien lisse, ça fait une béance, ça sort comme ça, et puis ça peut appuyer, comprimer sur les structures adjacentes comme les nerfs. Et là, ça fait très mal. Alors, les hernies peuvent être les causes de pas mal de douleurs. Bien sûr. Normalement, les sciatiques. Bien sûr, mais j'aimerais nuancer, parce que là, j'ai peut-être dit une bêtise. C'est pas que j'ai dit une bêtise, c'est que c'est vrai, une hernie, ça peut faire très mal. Mais une hernie n'est pas égale à douleur. En fait, si on faisait des IRM à tout le monde, là, je sais pas combien de personnes, on en retrouverait un gros pourcentage, en tout cas avec des hernies. Les gens diraient non, j'ai pas de souci. Donc oui, non, la hernie n'est pas forcément symptomatique, mais c'est vrai qu'on peut avoir des douleurs, au niveau des jambes, des douleurs de sciatique qui sont liées justement à une hernie discale. Donc faut voir les symptômes, il faut faire ensuite un examen et voir un petit peu. Elles peuvent être cause également de fameuses douleurs neuropathiques. Oui, parce qu'en fait, ça comprime un nerf et du coup, après, ça peut vous donner des douleurs qui sont pas du type « Ah, je me suis cogné, j'ai mal ». Ça peut donner des douleurs à type de brûlure, de fourmillement, de sensation de décharge électrique. Donc, des douleurs. Et si elles se chronicisent, oui, ça peut être un enfer. Quand faut-il se faire opérer d'une hernie? Oula, alors la hernie... On ne se fait pas opérer tout de suite, parce qu'en fait, ça reste des grosses opérations quand même. C'est de la neurochirurgie ou de la chirurgie, on dit traumatologique, mais axée sur le rachis. Donc, on peut avoir les opérations sur le rachis lombaire, en bas du dos. Souvent, c'est quand même le truc assez classique. J'ai une hernie discale en bas du dos. Mais des fois, c'est au niveau du cou. Ça donne des névralgies cervico-brachiales, c'est-à-dire des douleurs du cou liées à vraiment une sciatique, entre guillemets, du bras. Donc, mon bras et tout, j'ai des décharges, des fourmis, je me réveille, j'ai le bras endormi, tout ça. Et là, du coup, on voit qu'il y a des hernies au niveau du cervical, mais vous faire opérer du rachis cervical pour décompresser des racines nerveuses, ça se fait,
Ça se fait. Mais avant de le faire, on se dit, bon, il y a peut-être d'autres choses à tester. Donc, on reste sur les lasers classiques, l'activité, la kinésithérapie, certains traitements, des traitements parfois pour les douleurs neuropathiques, si vraiment on a des douleurs neuropathiques. Et en fonction du résultat, de l'impact, on opère ou pas. Hein. C'est vraiment, l'opération, c'est le dernier recours pour la hernie. Je voudrais qu'on termine avec quelque chose, c'est la coiffe des rotateurs. Notamment la tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs En gros, Walid. il faut comprendre que si on enlève le bras de quelqu'un et qu'on regarde au niveau de l'épaule, on a plein d'insertions, finalement, de tous les muscles qui vont découler pour le bras. Hein. C'est-à-dire que, le bras, on n'a pas juste le biceps, le triceps, hein, on a plein de muscles, les muscles de l'épaule, etc. Et donc, il y a plein d'insertions tendineuses au niveau de l'épaule, parce que ça part sur le bras, mais ça part aussi sur, vous voyez, le côté du dos. Hein. Donc, les muscles qui sont sur le côté du dos, ils s'insèrent aussi à ce niveau-là. Et du coup, comme c'est vraiment un endroit de carrefour où il y a plein de mouvements différents, vous mettez le bras devant, levé, sur le côté, sur la gauche, sur la droite, en arrière, en fonction justement de votre activité, des mouvements que vous faites, vous pouvez avoir une lésion à un de ces endroits, qu'on appelle justement la coiffe des rotateurs, donc l'endroit où tous ces tendons s'insèrent. Et en fonction du geste qui est douloureux, on dit, c'est ce tendon qui est abîmé. Vous voyez. Bon, après, il faut confirmer par l'imagerie, mais des fois, avec un seul geste, on dit, je sais c'est où. Alors, qu'est-ce qui vous a fait avoir envie de parler de ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est fréquent et que c'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas ? Je vais en parler parce que c'est ultra fréquent en fait. Hein. C'est-à-dire si ça vous arrive pas, vous n'en avez pas conscience ou connaissance, mais c'est quelque chose de très très fréquent. Donc les tendinites, tendinopathies au niveau de l'épaule, avec le grand classique, c'est le tendon qu'on appelle le supraépineux. Donc c'est celui qui vous permet de lever le bras comme ça. Et quand il y a des personnes qui ont des tendinites à ce niveau ou des ruptures, vous leur dites lever le bras. Chez certains, c'est possible, mais si je mets une contrainte, ça fait mal. Et chez les personnes qui ont une rupture du tendon, du supraépineux, non, je peux pas lever le bras en fait. Hein. Vous faites par rapport au bras d'à côté, c'est pas possible. Donc ça, c'est très classique, c'est très fréquent et c'est souvent lié à l'activité professionnelle. Est-ce que depuis le télétravail, il y a de plus en plus ou pas ? Non. On dit que les gens sont mal posés chez eux pour travailler, je pense qui se metmettent n'importe quoi. Enfin voilà, ils ont une position qui est n'importe quoi et que ça développe pas mal de. Ça développerait plus des douleurs au dos, des douleurs lombaires, mais la douleur, la coiffe des rotateurs, la tendinite, c'est vraiment le travailleur. La femme de ménage, les boueurs, celui qui travaille dans le bâtiment, c'est vraiment les travaux physiques, manuels, avec des gestes répétitifs. Comment vous prenez en charge ? Alors, sur le stade de tendinite, simplement, du coup, principal traitement, c'est quand même la kiné, d'accord ? Avec, peut mettre des médicaments s'il y a des grosses crises douloureuses, mais le principal traitement, ça va être la kiné, la rééducation. Dans certaines indications, on peut faire aussi des infiltrations de produits à base de corticoïdes pour soulager justement la tempête qu'il y a au sein de l'articulation. Mais maintenant, si sur l'imagerie, on voit qu'il y a une rupture, une lésion vraiment du tendon, et que vous êtes une personne plutôt jeune, et quand je dis jeune, c'est pas 25 ans, quand je dis jeune, c'est 60 ans, vous êtes bien portant, vous n'êtes pas encore à la retraite, vous travaillez, vous avez besoin de vos bras, et vous avez une rupture du tendon, c'est la chirurgie. Et arrivé à un certain stade, c'est vrai, on se dit, le bénéfice-risque entre s'opérer de l'épaule et l'utilisation du bras, on va compenser plutôt par la kiné, etc. C'est pas forcément utile, la chirurgie. Mais en gros, une personne qui travaille et qui est en pleine force, et elle a besoin de ses bras. Donc, on répare, quoi. Quand il y a un bobo, on répare. Allez, le docteur Walid Mekedem est sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube qui arrivera très très prochainement. J'en suis sûr, Doc. À Paris, maintenant, le docteur Mekedem. Donc voilà, si vous voulez consulter le doc, vous pouvez maintenant, dans son propre cabinet. Un peu cossu quand même. Il y a du un peu quoi ? Cossu, il y a du parquet. Non, cossu. Ouais, il y a du parquet. Écoutez, je veux accueillir les gens dans un endroit confortable. Il y a de la moulure, il y a du parquet, voilà. C'est Paris aussi. Franchement, Philippe, il en a fait du chemin, le petit. Il faut qu'on fasse une vidéo sur justement les centres de santé, les cabinets libéraux. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi mon choix. Franchement, je pense que je vais en faire une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, mais j'attends le bon moment parce que ça va faire du bruit. Je vais pas me faire des amis. Bien.
Bah non, c'est ça. Si vous n'avez plus d'amis, c'est mort, hein, docteur. Je peux faire des amis. Mais à un moment, il faut lâcher les chevaux, il faut dire les vérités. Bien, on viendra lui dire sur Beurre FM. Olib Mekadem, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.